C'est le Benjamin des députés de la France Insoumise, mais il a déjà tout ou presque de son maître Jean-Luc Mélenchon, dont une certaine éloquence. Adrien Quatennens, bonjour, bienvenue. Installez-vous, je vous en prie. Merci. Vous buvez quelque chose? Volontiers, un petit café. Alors, 2 cafés, s'il vous plaît. Merci. Merci. Adrien Quatennens, c'est votre premier mandat et dès vos débuts dans l'hémicycle, vous vous êtes fait remarquer. On va regarder ça ensemble. D'autres qui ont des propos plus mesurés que les vôtres disent que le problème du Code du travail tient dans son épaisseur. Mais depuis quand juge-t-on l'efficience d'un document à son épaisseur? Trouvez-vous aussi que l'annuaire soit trop épais? Si tel est le cas, je vous laisse me dire quelles sont les pages que vous verriez bien arracher. Par ailleurs, je veux rappeler que si le Code du travail est épais, c'est qu'il s'est épaissi, et qu'il s'est épaissi notamment à coup de dérogations que ceux qui le combattent ont réussi à introduire au cours des années. Vous avez été remarqué par cette intervention, une demi-heure dans l'hémicycle. Ça vous vient d'où, cette aisance? Je ne sais pas d'où ça me vient. Moi, c'est vrai que souvent, on me demande maintenant, quand j'interviens, y compris dans les collèges, dans les facs, ce que j'ai fait comme études, comme parcours, et qui expliquerait que j'en sois là aujourd'hui. Et moi, je m'attache toujours à dire, y compris aux plus jeunes qui sont face à moi, que j'ai fait à peu près aucune des cases du parcours de celles et ceux qui aujourd'hui sont nos représentants politiques. J'ai pas fait Sciences Po, j'ai pas fait l'ENA, moi j'ai un BTS en poche, c'est tout. Il y a 1 an et demi, j'étais conseiller clientèle sur un plateau de téléphonie. Par contre, c'est clair que j'ai tout appris par le militantisme politique. C'est-à-dire que après ma journée de travail, il y avait une deuxième journée qui démarrait, celle du militantisme bénévole, et avec quand même, c'est vrai, une certaine concentration à la tâche qui fait que j'ai appris beaucoup ce faisant. Et cette intervention, quand je la regarde, c'est vrai que c'était la première pour moi à l'Assemblée. Donc elle m'a marqué, moi aussi, parce que c'est la première fois que je monte à la tribune de l'Assemblée nationale, et surtout sur un texte qui était aussi emblématique que la casse du Code du travail, les ordonnances travail, dont on voit d'ailleurs 1 an après ce qu'il en résulte, notamment pour les prud'hommes, pour les salariés, c'est quelque chose de très difficile. Donc c'était finalement l'épreuve du feu pour moi. Et dans un contexte particulier, on n'avait pas encore de collaborateurs parlementaires, c'était vraiment le tout début. Il a fallu faire ça soi-même. J'ai même raconté que cette intervention, pour m'habituer, je l'ai répétée chez moi avec ma table à repasser, pour essayer de voir ce qu'allait produire cet effet d'avoir la hauteur du pupitre. Bon voilà, c'est une intervention effectivement qui a fait date pour moi. Vous le travaillez, cet art oratoire? Et disons que je l'ai assez peu travaillé. Alors après, il y a sans doute aussi un peu, je vais pas dire de mimétisme, mais c'est vrai qu'à force d'être biberonné à des discours d'orateurs politiques, et notamment à ceux de Jean-Luc Mélenchon depuis quelques années, je pense qu'il y a des réflexes qu'on acquiert au fur et à mesure du temps. Et puis c'est vrai que moi je suis soucieux quand je parle à l'Assemblée nationale de retenir sans cesse que je ne m'adresse pas à mes collègues députés, sinon ça pèserait assez peu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler à l'extérieur de cet hémicycle et donc de faire en sorte que, oui, on choisisse le bon mot de manière à ce que nos arguments puissent ensuite être redéployés. Moi, si on résume à grands traits mon environnement familial, c'est pas des gens qui sont très passionnés par la politique. Il n'y a pas de militants politiques dans la famille. Mes grands-parents, du côté paternel, sont plutôt de tradition gaulliste, on va dire. J'ai des parents qui ont voté tantôt à droite, tantôt centre-gauche, bon, mais pas des gens qui ont des convictions politiques vraiment très déterminées. Donc moi, j'y suis venu en fait vers l'adolescence. Je commençais régulièrement à me balader à Lille avec mes amis et à constater ce qu'on constate tous en zone notamment urbaine, c'est-à-dire ces gens qui dorment dehors, etc. Et ça m'était insupportable. Et donc à un moment donné, je me suis dit, il faut que toi, tu fasses quelque chose aussi. Ça a commencé par l'associatif. Je faisais des maraudes auprès des personnes sans domicile fixe. Puis, à travers ces maraudes, j'ai rencontré des gens qui étaient des militants, notamment altermondialistes avec l'association Attaque. Et disons que ça a constitué une première base théorique. C'est-à-dire que je me nourrissais beaucoup de leurs textes, j'apprenais beaucoup. Et puis je participais à des manifestations. Donc c'est vraiment cette sensibilité-là qui m'a poussé à l'action. Et l'action notamment associative qui m'a amené à la politique. C'est-à-dire qu'en réalité, quand vous faites de l'associatif, quand vous constatez les choses et que vous voyez en fait que finalement on ne peut pas attendre que les petits ruisseaux fassent de grandes rivières, la solution elle apparaît comme étant nécessairement une solution centralisée, d'ampleur, et la politique peut l'apporter. Et c'est au moment où je commence à m'y intéresser qu'il se passe plusieurs choses sur la scène politique, y compris à gauche. Il y avait en 2008, l'année où j'ai passé mon bac, à la fois la constitution du nouveau parti anticapitaliste. Et c'est vrai que je me suis dit peut-être qu'on a là vraiment quelque chose de nouveau à gauche qui va peser. Très vite, j'ai vu que ça n'était pas le cas. Et ça correspond au même moment où Jean-Luc Mélenchon fait le choix de quitter le Parti socialiste. Vous
Vous avez ensuite adhéré à la France Insoumise. Parlez-moi de votre rencontre avec Jean-Luc Mélenchon. Alors la première fois que moi je le vois, mais sans que lui ne me repère, c'est lors d'un meeting en 2012 à Lille. Et ça a vraiment été pour moi un élément déclencheur. Et je l'ai vu très vite comme quelqu'un de soucieux de s'entourer, y compris de jeunes, de les repérer, de les former. Puis petit à petit, avec notamment les phases de campagne jusqu'à la présidentielle, le contact est devenu de plus en plus régulier, notamment lors de ses déplacements dans le Nord, que j'étais chargé de coordonner. Donc voilà, et puis il y a une amitié qui est née aussi par derrière et qui dépasse le seul cadre politique, bien sûr. Loïc de la 3e Gironde. Est-ce que vous vous souvenez de ce moment-là? Bien sûr, ouais. C'est tous les accrédités, c'est ça? Caroline, allez, montez. Alors là, vous voyez, il faut faire un petit creux pour que ce soit parfait. Pas grand monde qui se fait une autre cravate dans cette maison. C'est véritablement une relation quasi filiale. Et vous avez su trouver votre place? Par la force des choses, c'est-à-dire que quand on arrive à l'Assemblée dans un groupe de 17, on sait qu'il va falloir que tout le monde saute dans le grand bain rapidement. C'est-à-dire que là, vous avez montré tout à l'heure l'intervention lors des ordonnances travail, mais tout le monde y est passé très vite, puisque dans un groupe de 17, il n'y a pas le choix, il faut y aller. C'est un espèce de commando démocratique à l'Assemblée que nous sommes, c'est ça que nous faisons. Mais nous, on ne veut pas faire de l'opposition principielle. On veut continuer à montrer qu'à l'épreuve des faits, bien sans doute que nos idées apparaissent comme les plus raisonnables. Parce qu'on est souvent associé, vous savez, à la radicalité, à l'excès. Mais en réalité, moi, je considère que les excessifs, les déraisonnables, sont ceux qui sont aux manettes et qui pensent qu'on va pouvoir continuer comme ça. Et de plus en plus de... Il n'y a pas une certaine dureté en vous? Mais c'est pas de la dureté, c'est une certitude que on n'a plus tout le temps. Il y a une urgence temporelle, y compris, pour faire ce que nous avons proposé, ce que nous continuons de proposer. C'est-à-dire que là, on le voit bien, on a une élection présidentielle qui est pas si vieille que ça. Or, toutes les problématiques que nous avions proposé d'affronter pendant l'élection, elles sont encore criantes d'actualité. Donc, il y a aussi cette question de l'urgence sur un tas de sujets. Les sujets sociaux, mais y compris si on parlait du climat, vous savez comme moi qu'on n'a plus tout le temps devant nous. Donc, ce qui finalement nous met en mouvement, c'est aussi cette urgence quelque part. Est-ce que ce discours de combat, vous concevez qu'il peut faire peur parfois? Mais je pense que... Est-ce que vous n'annulez pas tout espoir? Mais c'est à nous de faire la démonstration que cette radicalité, c'est au sens étymologique du terme, c'est-à-dire prendre le problème à la racine, parce qu'on pense que la situation ne permet pas que ce soit quelques mesures sur un coin de table qui vont solutionner la question. Non, on a besoin d'un changement de modèle en profondeur, et nous, on organise les conditions de pouvoir le modéliser dans le détail. Et puis on n'est pas... on ne fait pas dans l'utopie pour s'amuser, on n'est pas là pour témoigner simplement. Vous voyez, quand on chiffre un programme comme le nôtre, c'est sérieux, on se propose de gouverner le pays, c'est ça qu'on veut faire. Donc on doit faire cette démonstration de sérieux. Après, qui est chez nous effectivement une certaine certitude dans l'action, je pense que c'est aussi quelque chose qui peut être rassurant. C'est-à-dire qu'on serait des dirigeants faits d'un autre bois que certains qu'on a vus ces dernières années, qui ont renoncé à la plupart de leurs engagements. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette photo? Ça me rappelle à des années qui précèdent la politique. C'est la période où, disons, entre 15 et 18 ans, j'étais geek, comme on va le dire, et je jouais beaucoup aux jeux en réseau. Et ce qu'il y a de rigolo, c'est que, y compris là vous évoquez Counter-Strike, qui est donc un jeu d'arcade. Et en fait, ce qu'il y a de très drôle, c'est que souvent, j'en reparle avec les amis avec qui j'ai joué à l'époque. Vous savez, quand on part faire un match de cette affaire-là, Counter-Strike, c'est des matchs où on doit être stratégique. C'est-à-dire, on se réunissait avant le match pour établir la stratégie. Et souvent, le rôle qui était le mien, c'était de répartir les postes et d'établir la stratégie. Et c'est vrai que régulièrement, dans l'action politique, je vois qu'il y a à peu près des mécanismes que j'avais déjà pu développer dans des domaines qui n'ont absolument rien à voir. Vous êtes un bon stratège? Je sais pas, à vous de le dire, qu'être observateur, mais disons que j'aime ça en tout cas. Alors, il est où votre avenir? Est-ce qu'il est là? Alors ça, c'est rigolo parce que tout le monde le décide pour moi. J'ai l'impression que même si moi, je me fais ma réflexion et qu'elle évolue sur ce sujet. Là, c'est la mairie de Lille. Bien sûr, c'est la mairie de Lille. C'est-à-dire que il y a beaucoup de plans sur la comète faits en politique, sur le fait que, par exemple, la première circonscription du Nord, parce qu'elle est essentiellement lilloise, alors c'est un tremplin pour la mairie. Je comprends. D'ailleurs, certains qui avaient fait des plans sur la comète comme cela, finalement, n'ont pas passé le cap de la législative et donc leurs plans sont tombés à l'eau. Non, clairement, ce qui se passe à Lille, c'est que dans toute la métropole, la France insoumise est plutôt bien située. Si Lille était la France, Jean-Luc Mélenchon aurait été au deuxième tour de l'élection présidentielle, puisqu'il a fait 30% à Lille, on a fait une très belle campagne là-bas. Vous avez un groupe parlementaire composé de 17 députés, dont je vous demande de noter que 2/17e de ce groupe parlementaire sont des Lillois, donc ça pèse. C'est clair qu'il y a une ambiance à Lille qui nous est favorable.
On a une ambition de prendre la suite à Lille et de pouvoir la co-construire avec les Lilloises et Lillois. Et je pense qu'il y a de l'appétit pour ça. Maintenant, le rôle qui sera le mien, il n'est pas encore défini à cette heure. Clairement, ma candidature est une option, mais c'est pas encore décidé. Et si celle l'était, j'aurais pas de raison de vous le cacher. Vous le diriez ? Bien évidemment. Moi, honnêtement, j'ai pas de difficulté avec ça. C'est-à-dire que si le calendrier faisait que la décision était déjà prise et si moi-même j'étais déjà sûr de ce que j'allais faire, je vous le dirais. Dans tous les cas, quel que soit le rôle que je jouerai, ce qui est clair, c'est que comme à chaque fois que je joue un rôle, je ferai pas les choses à moitié. On vous sent méthodique, un travailleur entier. Est-ce que vous vous évadez parfois ? Oui, beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, j'en ai besoin pour fonctionner. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez parfois robotique dans l'action qui peut émaner de ma personne. Et ce qui me permet de fonctionner et d'être aussi méthodique, aussi concentré à la tâche, c'est justement parce que j'ai des phases de respiration, il y en a plein. Je pense à la musique, par exemple. Celle-là. Ben oui, exactement. Et alors ça, c'est drôle parce que je fais de la musique depuis très longtemps et en arrivant à l'Assemblée, plusieurs collaboratrices, collaborateurs parlementaires m'ont dit nous, ça tombe bien, on a un groupe justement, on cherche un batteur. J'ai dit écoutez, là, vous avez votre homme. Et donc depuis, on répète, alors pas souvent parce que l'activité parlementaire fait qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais on essaye de faire à peu près une répète tous les 15 jours et on fait des concerts. On jouera bientôt d'ailleurs à Paris. Et ça, c'est un vrai moment d'exutoire. Et là, vous vous lâchez ? Complètement, et ça me fait un bien fou. Et j'y puise aussi l'énergie qui me permet ensuite de fonctionner politiquement et de repartir dès le lendemain. Et vous reprenez votre carapace ensuite de député ? Mais c'est même pas une carapace, c'est-à-dire que moi je suis entier dans tout ce que je fais. Donc quand je suis parlementaire à fond, et quand je suis musicien, je le suis à 200% aussi. Et quand on dit que vous êtes froid, qu'est-ce que ça vous... Je pense qu'il y a des éléments qui démontrent que c'est pas le cas. Non, sérieux, je le suis. Froid, je pense pas que ce soit le terme qui me définisse le mieux. Non, en tout cas, les gens qui me connaissent bien savent que c'est pas le cas. Et un amateur de Johnny. Est-ce que c'est avouable en tant que député de la France Insoumise ? Mais bien sûr que c'est avouable et j'ai pas peur de le cacher. D'ailleurs, ça fait 1 an qu'il est décédé. Moi, en fait, c'est surtout une attache nostalgique à mon enfance parce que j'ai été bercé sur Johnny depuis ma plus tendre enfance. Ça a été ma porte d'entrée dans la musique. Après, il y en a eu beaucoup d'autres. Vers l'adolescence, j'ai découvert Bob Marley, j'ai découvert notamment Hubert Félix Thiéfaine, Gainsbourg, enfin voilà, plein d'artistes qui font aussi partie de mon petit musée personnel. Mais c'est sûr que lui a été la porte d'entrée. Et quand j'étais gamin, c'était mon super-héros. C'est-à-dire que mes potes avaient Batman et Superman et moi j'avais Johnny Hallyday. Voilà, c'est comme ça que je le disais. Donc oui, il y a une attache émotionnelle et affective qui est liée à mon enfance pour tout dire. Voilà. Merci à vous. Merci Adrien Quatennens d'avoir accepté de vous livrer dans Moi et moi. Merci beaucoup. Merci.